qui eux ont fait le plus gros du chemin. Ils sont célibataires, ils ne se sont jamais mariés, ils en ont tiré une sorte de philosophie de la solitude, encore que ils ont eu de l'argent, qui fait qu'ils ont pu héberger les deux enfants que sont Paul et sa sœur, Nicole, je crois. Et alors petit à petit dans ce roman, nous serons révélés un petit peu le passé de Paul et de Nicole, comment sont-ils arrivés là, il y a une histoire, et d'autre part cette lente cohabitation qui se passera très très bien entre l'homme et la femme, un peu moins bien, un peu plus difficilement entre Nicole, qui elle acceptera assez mal qu'une femme vienne dans ce foyer où elle a considéré que de tout temps, elle était la seule femme, sacrifiée peut-être, en tout cas la seule femme, qui avait le droit de s'exprimer et d'être sur ces lieux. Et puis bien sûr, il y a un autre personnage qui est très important dans le livre, qui est le jeune garçon Eric, qui lui va être complètement surpris par sa découverte de la campagne. Et d'ailleurs, à la fin du livre, on verra qu'il sera peut-être l'espoir de quelque chose pour toute cette cohabitation. C'est un livre magnifique. Vous l'avez peut-être lu. Voilà. Donc, ben voilà, peut-être on va passer aux questions. J'ai vu dans l'entretien que vous avez eu, vous expliquiez, ça m'a beaucoup frappé quand même votre arrivée, votre passage à l'écriture. Hein, vous dites cette phrase, j'ai attendu longtemps, j'avais 34 ans, c'était à l'automne 96, et j'ai eu le sentiment de manquer ma vie, de rester à côté, et que d'un seul coup, il y a comme une décision de se dire, je vais faire autre chose de ma vie, je vais écrire. Donc vous montez à Paris, vous écrivez, il se passe plein de choses. Je vivais à Paris vous viviez à Paris depuis longtemps. Oui. Hein? Oui. J'ai toujours voulu écrire, mais oui. je ne l'ai pas fait jusqu'à l'âge de 34 ans. Vous n'en aviez pas, c'est ça que je saisissais pas, vous n'en aviez pas eu l'envie ni le besoin, ou bien c'est quelque chose que vous vous interdisiez? Je me l'interdisais absolument pour des tas de raisons, liées en grande partie, je pense, à mes origines sociales et culturelles, en quelque sorte. C'est-à-dire que je viens d'un milieu, le milieu paysan, mes parents et mon frère sont paysans. J'en viens donc en ligne directe, si vous voulez, sans la génération intermédiaire qui est l'apanage de la plupart des Français de mon âge, enfin dans la population française, les origines paysannes ne sont jamais très loin pour la plupart. Hein. Elles sont en général à la génération des grands-parents. Et moi je suis en quelque sorte en prise directement issue de ce milieu-là, et mon écriture en vient aussi. Et c'est un milieu dans lequel la parole, la langue ne sert plus exactement, en n'employant pas de tournure restrictive, sert à dire les choses utiles, à parler du travail, à dire les choses du travail, à parler des autres, éventuellement, mais pas à parler de soi. Voilà. Et si vous voulez, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je me suis tenue si longtemps à l'écart de l'écriture, bien qu'ayant eu vraiment, depuis l'école primaire, depuis que j'ai su lire et écrire, et qu'à l'école primaire, j'ai découvert les histoires que lisait la maîtresse, tout simplement, depuis cet âge-là, donc 7-8 ans, j'ai voulu écrire, raconter des histoires, travailler avec les mots, écrire, c'était mon affaire. Mais je l'ai fait seulement à 34 ans, et j'ai emprunté beaucoup de détours, parce que j'ai eu beaucoup de mal, si vous voulez, je pense, à transgresser finalement ce qui était le legs familial, et le legs ancestral, plus que familial, des générations passées derrière moi qui n'avaient pas cet usage de la langue. La langue, les mots, ne leur servaient pas à ça. D'abord, la lecture n'était pas... Elle n'était pas proscrite, hein. On ne me grondait pas quand j'étais enfant parce que j'aimais la lecture, mais ce n'était pas une valeur familiale, personne ne lisait. Et ça, on ne me le disait pas, si vous voulez, mais bon, en tout cas, ce n'était pas une valeur familiale. Ça, il y avait ça, et puis la lecture, c'est une chose, mais l'écriture, c'en est une autre. Hein. Donc, ni lire ni écrire n'était au programme, en quelque sorte, si je puis dire. C'était quand même la valeur de la réussite. Oui, mais attendez, la réussite, ça passait par les chemins que j'ai justement empruntés, c'est-à-dire l'école, les diplômes, etc. Alors ça, c'était parfaitement licite, hein, devenir fonctionnaire, c'était surtout ça qui comptait. Hein. Vous voyez, donc bon, ça, voilà, j'ai rempli le programme. Mais ensuite, j'ai mis très longtemps à me placer en face d'une nécessité qui n'était que strictement personnelle et intérieure, mais impérieuse, qui était celle d'écrire. Et je savais de surcroît pertinemment, j'en avais l'intuition profonde, que si j'écrivais un jour, ça serait à ce sujet-là. Je n'irais pas écrire ailleurs et sur un autre sujet. J'écrirais d'abord de ça, c'est-à-dire de ce monde d'où je viens, de ce qu'il est, de la façon dont on vit, de la façon dont on pense, de la façon dont on se tait,
vous avez parlé d'absence de dialogue, etc. Mes livres sont des livres du silence. Vous avez parlé de solitude, mes livres sont des livres de la solitude. J'allais parler de ça d'abord. Vous ne pouvez pas en faire l'économie. Voilà. Donc, c'était compliqué. Il y avait une transgression, si vous voulez. Il y avait une autorisation à se donner. J'ai mis longtemps à le faire. Et dernière chose pour en finir sur cette question-là, c'est que, ayant fait des études de lettres, j'avais un peu lu. Et évidemment, il y a quelques auteurs dont la rencontre vous est à la fois providentielle et merveilleuse et en même temps extrêmement inhibitrice pour l'écriture. Quand on a lu Flaubert, Céline, Homère, enfin je vous fais dans le désordre, enfin pendant des années et des années, je me le dis encore, je me suis dit qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il n'y avait plus rien à écrire. Simplement, en 95, octobre 95, on m'a offert La gloire des pitres de Richard Millet. Je l'ai lu en janvier 96. Ensuite, j'ai lu La grande beune de Pierre Michon. Ensuite, j'ai lu Les vies minuscules de Pierre Michon, qui était paru 12 ans plus tôt, en 84, donc j'ignorais jusqu'à l'existence, à cette époque-là. Ensuite, j'ai lu tout ça dans la foulée, les 7 ou 8 premiers mois de l'année 96. J'ai lu Pierre Bergogneau, et ces trois-là, que j'appelle le triangle des Bermudes, c'est-à-dire Millet, Michon, Bergogneau, qui sont vivants, parce que Homère, Flaubert et Céline, en dépit de tout leur mérite littéraire, sont quand même très morts. Et ces trois-là étaient vivants. Et alors ça, je crois que si vous voulez, ce qui m'a donné l'impulsion de transgresser l'interdit et de monter au créneau, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, c'est l'expression que, voilà, c'est d'avoir lu des vivants. Et de savoir que des vivants étaient en train de faire œuvre littéraire, manifestement, à mon avis, incontestablement, puisque dans leur livre, il y avait une langue, et que pour moi c'est la condition sine qua non de la littérature, la langue. Et de surcroît, ces trois-là, et pour moi, je vais commencer par Millet, mais le plus grand des trois, c'est Michon, c'est Les vies minuscules. J'envie les bienheureux qui n'ont pas encore lu Les vies minuscules, parce qu'il leur reste des vies minuscules à découvrir. Et c'est vraiment un très grand livre, à mon avis. Et donc, ces trois-là, de surcroît, étaient en train d'écrire sur un terrain, un terreau, si vous voulez, à la fois géographique et sociologique, et qui était le mien. C'est ce que Pierre Bergogneau appelle le monde en fuite. C'est-à-dire toute une société paysanne, traditionnelle, rurale, dont les valeurs, les modes d'être, les façons de penser auront peu ou prou perduré jusqu'on va dire à la Deuxième Guerre mondiale, même si la guerre de 98 a été un choc très important. Mais tout ça, quinquage est maintenu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et après il y a une sorte de gouffre comme ça qui s'est ouvert, et la modernité, dont je ne dis pas qu'elle soit négative, qui est venue là, comme ça, et qui a fait irruption dans la vie, finalement, des générations précédentes. Moi, je suis née en 1962, tout ça était déjà en train de se défaire sacrément. Et mon terreau d'écriture, c'est ça. Et le terreau d'écriture, ils le vivent très différemment, parce qu'ils ont des histoires différentes, de ces trois grands auteurs contemporains dont vous parlez, c'est celui-là aussi. Et je suis sûre que cette concomitance a été déterminante. Voilà. Et c'est comme ça que, effectivement, je me suis mise à écrire en 96, voilà, l'automne 96, et que j'ai pas arrêté depuis, et que sur les 7 livres que j'ai publiés, 6 sont des livres qui partent de cet endroit-là du monde, aussi bien géographiquement, c'est un endroit infime, mais en même temps, je me rends bien compte, en accompagnant mes livres, qu'il y a quelque chose qui part de là pour aller dans le monde, et si vous voulez, je n'écris pas du tout des livres régionalistes. C'est pas ça du tout le propos. Je vois bien que les rapports entre les êtres, le rapport au monde qu'ont mes personnages, touchent des lecteurs qui n'ont jamais mis les pieds dans le Cantal, qui sont éventuellement archi-citadins, etc. Vous voyez, donc c'est évident qu'il s'y passe autre chose. Donc il y a un ancrage, c'est sûr, il y a un lieu matriciel géographiquement et sociologiquement, socialement, culturellement. Voilà, c'est peut-être un peu long. Non, pas du tout.